théâtre. Donc ce sont des extraits des justes que nous avons travaillé dans le cadre de journées consacrées à Camus au sein de notre école. Donc voilà, c'est une bonne représentation. Je vous préviens, donc, comme c'est des extraits, qu'il y aura des changements au niveau des acteurs pour les personnages. Pas que ça puisse vous troubler, au cas où. Je vous souhaite une très bonne représentation et à tout à l'heure. Je remercie bien sûr tout le monde d'être présent et en particulier l'école internationale du lycée qui a répondu oui pour animer ce débat-là. Nous sommes à Moscou en hiver 1905. Un groupe de combat du Parti socialiste russe a décidé d'assassiner le grand-duc lorsqu'il se rendra au théâtre le lendemain soir. L'acte 1 se déroule la veille au matin dans l'appartement des terroristes. Stéphane, un membre du groupe, revient après s'être échappé du bagne 3 ans plus tôt et apprend que l'attentat est déjà organisé. Annenkov, le leader du groupe, et Dora, la seule femme, lui explique que c'est Kaliaïev qui va lancer la bombe. Celui-ci les rejoint plus tard avec Voinov, que Stéphane a déjà rencontré en Suisse. Bien qu'il en ait supplié, Annenkov refuse de laisser Stéphane lancer la bombe. Celui-ci entre en conflit avec Kaliaïev, qui ne lui inspire pas confiance. Dora et Kaliaïev restent seuls et elle lui confie également ses doutes quant à sa capacité à lancer la bombe. Mais il lui assure qu'il le fera quel qu'en soit le prix et conclut ainsi le premier acte. Le deuxième acte débute le jour prévu par l'organisation pour l'attentat, le soir, dans le même appartement. Dora et Annenkov restent dans l'appartement pendant que les autres se mettent en place. Cependant, lorsque la calèche du grand-duc passe, aucune explosion n'est entendue. Voinov revient sans avoir osé lancer la deuxième bombe. Kaliaïev entre à son tour en pleurant. Il n'a pas pu lancer la bombe car le neveu et la nièce du grand-duc se trouvaient dans la calèche. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas commandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il s'agit seulement maintenant de savoir si nous laissons définitivement échapper cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Allez, Dora. J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Egor, arrêté pour rien. Rykov, pendu pour rien. Et il faudrait recommencer. Encore de longues semaines de ruse et de veille, de tensions incessantes, avant de retrouver le moment propice. Êtes-vous fou? Mais dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre. Tu le sais bien. 2 jours, nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Je pars. Attends. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais si l'organisation me le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. C'est pour m'imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait à un seul moment que des enfants fussent broyés par de bombes. Je n'ai pas assez de temps pour ces niaiseries. Quand nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité tout entière et la libérer d'elle-même de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution, et si le peuple, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués, faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora. Tu es une femme. Et tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai l'idée juste de ce qu'est la honte. J'ai honte de moi. Une seule fois. Quand on m'a donné le fouet.
car on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était à côté de moi. Et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Et malgré toutes tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas perdu. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Et s'il fallait entrer dans la police et jouer sur 2 tableaux comme le prévoyait Venot, le ferais-tu? Oui, je le ferai. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces 2 enfants. Des enfants! Vous n'avez que ce mot à la Ce bouche! n'est pas de ta faute. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là tout à l'heure. Des milliers d'autres enfants russes mourront encore pendant des années. Ne comprenez-vous donc rien? N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous donc dans le seul instant? Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim? Moi oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens savants du grand-duc. Choisissez la charité et guérissez plutôt le mal de chaque jour. Non la révolution, qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre. Il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez, totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous pourrions bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finirait par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face de vrai Dieu, que pèserait la mort de nos enfants? Vous reconnaîtriez tous les droits. Tous! Vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas en la révolution. Stéphane! J'ai honte de moi. Je ne peux te laisser continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Et derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un assassin. Moi, un justicier, si justice est faite, même par les assassins. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose, et tu le sais très bien, puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice dans laquelle ils vivent, cela, c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain de la bouche, de quoi vivraient-ils sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence, je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des millions d'hommes pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consent à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être! Pour savoir qui de toi ou de moi a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, plusieurs guerres, de terribles révolutions. Quand cette pluie de sang va sécher sur la terre, toi et moi serons depuis longtemps mêlés à la poussière. D'autres verront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres, oui! Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue.
C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Mes frères, je veux vous parler franchement et vous dire ceci. Que pourrait dire le plus simple de nos paysans? Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution venait à se détourner de l'honneur, je m'en séparerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre et je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non. Non. Il est la dernière richesse du pauvre. Tu le sais bien. Tu sais qu'il y a un honneur à la révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. L'acte 3 se déroule dans le même lieu, à la même heure, 2 jours après. Tous se réunissent, mais Voinov prend Annenkov à part et lui annonce qu'il a si peur qu'il ne pourra plus lancer la bombe. Il a pris la décision de quitter le groupe de combat pour gagner les comités de militants. Cela lui paraît plus facile que de faire face à la responsabilité directe des attentats. Il part sans dire adieu à ses camarades, puis Annenkov fait entrer les autres et leur explique que c'est lui qui a renvoyé Voinov. Il décide alors de le remplacer et demande à Stepan de prendre sa place à la tête de l'organisation. Dora et Kaliaïev restent en tête-à-tête. Ce n'est pas de ta faute. J'ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour? Il répétait sans cesse qu'il était heureux. Oui. Mais il me disait aussi qu'il n'y a pas de bonheur hors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation. Et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Dora! Il reviendra! Non! J'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne les tue pas? Maintenant, je suis avec vous. Et je suis heureux comme il l'était. C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Je pense comme toi. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui... Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison. Ce n'est pas si facile de tuer. Je pensais que l'idée suffisait et le courage. Mais je ne suis pas si grand. Et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Oh, il faut que je le tue. Et j'irai jusqu'au bout. Plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Oh Dora, comment peux-tu dire ça, toi dont je connais le cœur? Il y a trop de sang. Trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je le suis, la tête levée, les yeux fixes. Que vient de faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour coupe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est. Nous l'aimons d'un vaste amour, sans appui, dans l'amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui,
Mais c'est cela l'amour. Tout donner sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu. La joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle. Pourtant, à certaines heures du jour, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue, s'il n'y a pas une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, le cœur quitte sa fierté, les têtes se courbent doucement, les bras s'ouvrent. Si l'on pouvait oublier, ne fût-ce qu'une heure, l'atroce misère de ce monde et se laisser aller. Une seule petite heure d'égoïsme. Tu penses à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu as notre peuple avec cette douceur de oh, avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi? Aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Mais ne vaut-il pas mieux comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice? Plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Oui, mais réponds. Je t'en supplie, réponds. M'aimes-tu avec tendresse? Avec égoïsme? Dans la solitude? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Tu ne réponds pas. Dis-moi seulement. M'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Mais où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors. Je passais mon temps à me promener et à rêver. M'aimerais-tu? Légère et insouciante. Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri, si tu le penses et si cela est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pend et ce qu'on fouette à mort. Tais-toi, Dora! Non! Il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles. Moi, Dora, j'attends que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Tais-toi! Mon cœur ne me parle que de toi. Et tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure. Oui. J'oubliais. Ne sois pas fâché, mon chéri. Je n'étais pas raisonnable. Moi non plus, je n'aurais pas pu te le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe, dans la justice et les prisons. L'été, Yannick. Tu te souviens? Mais non. C'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Oui. C'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Il y aura alors une grande paix. Pour toi, comme pour moi. La paix. Quand la trouverons-nous? Le lendemain. Yannick,
Tout de suite. Enfin. Enfin. Je suis avec toi, mon frère. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, adieu. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Nous nous retrouvons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Alors que Kalialev vient de réaliser l'attentat, il est interpellé par les autorités. Ces dernières lui donnent un marché. Soit il dénonce l'organisation, soit il publie un repentir public, soit il est exécuté. Il choisit la mort pour ne pas trahir ses amis ni ses idéaux. Le soir de son exécution, Dora et Anenkov attendent dans le même appartement le retour de Stepan, qui est parti assister à l'exécution pour s'assurer que Kalialev n'a pas trahi les siens. Yannick n'a pas trahi. Orlov a pu voir. Oui. Si toi, raconte. À quoi bon? Raconte tout. J'ai le droit de savoir. Je ne saurais pas. Et puis il faut pas... Tu parleras. Quand l'a-t-on prévenu? À 10h du soir. Quand l'a-t-on pendu? À 2h du matin. Et pendant 4 heures, il a attendu. Oui. Sans rien dire. Et puis tout s'est précipité. Maintenant c'est fini. 4 heures sans parler? Attends un peu. Comment était-il habillé? Avait-il sa pelisse? Non. Il était tout en noir, sans par-dessus. Et il avait un feutre noir. Quel temps faisait-il? La nuit noire, la neige était sale et puis la pluie il a changé en une boue gluante. Il tremblait? Non. Orlov a-t-il rencontré son regard? Non. Que regardait-il? Ah, tout le monde dit Orlov sans rien voir. Après? Laisse, Dora! Je veux savoir. Sa mort, du moins, est à moi. On lui a lu le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement. Il a secoué la jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure. Un peu de boue. Mais comment sais-tu tout cela? Tu as tout demandé à Orlov. Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yannick et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Après, Stéphane, après! Le père Florensky est venu lui montrer le crucifix. Il a refusé de l'embrasser et il a déclaré « Je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en règle avec la mort. Comment était sa voix? » La même, exactement. Moi, la fièvre et l'impatience que vous lui connaissez. Avait-il l'air heureux? Mais tu es folle! Oui. Oui, j'en suis sûre! Il avait l'air heureux. Car ce serait trop injuste qu'ayant refusé d'être heureux dans la vie pour mieux se préparer au sacrifice, il n'ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Il était heureux. Et il a marché calmement à la potence, n'est-ce pas? Il a marché, oui. On chantait sur le fleuve en contrebas, avec un accordéon. Les chiens ont aboyé à ce moment. Et c'est alors qu'il est monté. Il est monté, oui. Il s'est enfoncé dans le noir. On a à peine vu le linceul où le bourreau l'a recouvert tout entier.
Des bruits sourds. Des bruits. Parle ensuite! Un bruit terrible. Ne pleurez pas. Non. Non, ne pleurez pas. Vous voyez bien que c'est le jour de la justification. Quelque chose s'élève ici, chez nous autres révoltés. Yannick n'est plus un meurtrier. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Vous vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois. Comme il était jeune. Il doit rire maintenant. Il doit rire la face contre la terre. Boria, tu es mon frère. Tu as dit que tu m'aiderais? Oui. Alors, fais cela pour moi. Donne-moi la bombe. Oui. La prochaine fois, je veux la lancer. Je veux être la première à la lancer. Mais tu sais bien que nous ne voulons pas de femmes au premier rang. Suis-je une femme maintenant? Accepte, Boria. C'était ton tour, Stéphane. Accepte. Elle me ressemble désormais. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Et plus tard, dans une nuit froide, Oui, Dora. Yannick. Une nuit froide et la même corde. Tout sera plus facile maintenant. remercie beaucoup la technique qui essaie de démener vraiment au maximum pour pouvoir nous donner des conditions. On ne pensait pas être accueillis comme ça, donc on remercie beaucoup l'accueil du théâtre. Quand on a joué ça, on pensait qu'on allait jouer qu'une fois, c'était juste des extraits, on était un petit club de Sciences Po Ex, quoi, assez mal vu par les autres étudiants. Voilà, et puis on a fait contact avec Vincent, et puis on nous a dit, ben, voilà, vous allez rejouer. C'est pas mal quand même. Et il y a un peu de pression. Et voilà, donc on est très heureux de cette invitation, on est très heureux de l'accueil, et on est heureux que vous ayez dit aussi. Merci. Juste rapidement, on a été évidemment pris au corps et au cœur et à l'âme par ce texte qui est vraiment extraordinaire, auquel on a essayé de rendre le maximum de justice. Il y a cette idée de savoir si, si on est persuadé qu'en faisant une action qui est mauvaise, qui est un meurtre, de tuer un être humain,
Si on est persuadé qu'au bout, il va y avoir un plus grand bonheur pour les autres, est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on franchit le pas? Est-ce que la fin justifie les moyens? Tous les moyens. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la sensibilité avec laquelle vous avez joué ça, et la femme qui amène mais les enfants, etc. Et puis vous, là, dans la façon dont vous l'avez joué, non mais si on a décidé ça, plus rien ne compte, on y va et on va y aller. Et moi, je trouve que ça pose une interrogation existentielle, quoi, où est-ce que vraiment, à un moment donné, on peut tout balayer. Et moi, je dis comme vous, jamais. Mais ce que j'aime, parce que on a l'âge qui vient, quoi, et avec l'âge, c'est pas qu'on perd l'exaltation, mais je veux dire, c'est pas non plus notre moteur existentiel, comme vous, à 20 ans, presque être un héros, ça fait partie de... En même temps, quitter l'enfance, quoi, et vous l'avez joué avec cette pétulance magnifique. Mais à la fin, finalement, il se dit que lui-même, cet acte est tellement horrible, il est assassin, donc il doit mourir, il doit se sacrifier parce qu'il va tuer quelqu'un. Il veut porter la révolution, mais dans sa tête, il est déjà mort, il sait qu'il ira pas au bout. Alors que Alenkoff, il a aussi vécu des choses, mais il est plus jeune. Tous nos attentats sont tout à fait justifiés parce qu'il y a 1 million. Et ça m'a amené à penser aussi effectivement aux États-Unis d'Amérique avec 50 millions de morts chez les Indiens. Et si les Indiens voulaient se venger, donc l'escalade n'est jamais finie dans le terrorisme. On est tout le temps l'ennemi de quelqu'un et on n'est pas à la vie du monde. Voilà. C'est l'étalage de la vengeance. C'est-à-dire que, mais même sur des siècles, c'est-à-dire que ceux qui appellent, je crois, l'exemple actuel, ceux qui appellent au djihad aujourd'hui sont des gens qui invoquent les morts pendant les croisades. C'est vraiment toute l'œuvre de Camus, c'est son humanité. Rien n'est simple. Il peut y avoir des hommes qui sont construits pour tuer, mais rien ne remplacera la responsabilité, la conscience. Voilà, il expliquait que les résistants n'étaient pas ces espèces d'idéalistes fougueux qu'on avait dans les films des années 60, où ils avaient déjà fait le choix bien avant la guerre, etc. Pas du tout. Un résistant, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je pense que l'œuvre de Camus, c'est aussi le choix. Mais la majorité des gens de ce groupe-là, on n'a pas le choix. Ça, et est-ce que, finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin dans le dernier acte avec le personnage de Dora? Comment elle évolue? C'était la dernière scène. D'accord. La fin de la pièce. D'accord. La résistance, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends les résistances. Les résistances. La résistance française, parler de ça en singulier, c'est une belle connerie. C'est un mythe qui a été développé par l'État français suite à la guerre, justement pour oublier qu'il y avait eu de la collaboration, pour oublier qu'il y avait eu de grosses atrocités comme le Veldiv. Le Veldiv, pour qu'il soit mis en exergue par l'État, il a fallu attendre quand même 95. Donc la résistance, ça existe. Enfin, effectivement, nous, dans notre esprit maintenant, on a du mal à l'évoquer, c'était les résistants. Mais si on interrogeait des Français des années 70, la résistance, ça leur évoquait quelque chose de tout à fait normal. Résistance, ça fait tout de suite, on résiste à quelque chose, à un oppresseur. Donc c'est pour ça, les termes résistance singulier, j'ai du mal à l'avaler. Pour rendre à l'histoire toute sa complexité, ah oui, il faut bien être conscient qu'il y avait plusieurs mouvements avec des idéaux qu'on peut résister pour différentes raisons. Bien sûr, absolument. La résistance française, il y avait 10 sphères, elles sont différentes. Certaines bonnes et certaines moins bonnes, mais on ne fait pas les résistances. C'est d'ailleurs. Mais pour recadrer l'idée également dont on peut parler plus avant, c'est ce qu'on appelle, ce que développe dans ce texte Camus, c'est aussi une situation limite, ce qu'on appelle le moral, une situation limite. Les gens qui ont tué, le seul moyen c'est de les rattraper, de tous les tuer, malgré le fait qu'ils aient agi par le terrorisme et les résistants. Alors, encore, donc il y a des événements où des gens ont tué des sportifs, ils les ont séquestrés, ont tué. Et dans ce film, on retrouve l'idée, voilà, on a eu des meurtriers, on considère comme terroristes, eux se considéraient sans doute comme résistants. Certains se sont repentis, certains mènent leur risque, on doit quand même punir ces personnes. Est-ce que ça doit être la mort par assassinat? Si on a tué pour telle raison, on sera moins puni que pour telle autre. C'est des peines quand même très élevées. Hein. Mais par exemple, tout à l'heure, madame a parlé du procès d'Eichmann et de Hannah Arendt. C'est elle qui a dit que, qui a été très critiquée aussi, je pense, pour avoir dit qu'il n'était pas antisémite au final. Qu'il avait agi dans le cadre d'une organisation qui était le Troisième Reich et qu'on lui avait demandé de faire ça. Et voilà. Et que donc, s'il n'était pas antisémite, on ne pouvait pas le condamner pour les mêmes raisons que s'il avait, de la même façon que s'il avait
agit sous l'antisémitisme et pas sous des ordres donnés par une hiérarchie supérieure, etc. D'ailleurs, Staline le disait très bien, il y a un mort, c'est un drame national, il y en a des millions, c'est une statistique. Et il faut se demander d'ailleurs qu'est-ce qui est le plus dur pour un révolutionnaire, qu'est-ce qui va être le plus difficile, assassiner quelqu'un ou assassiner un groupe? Je me rappelle, j'ai eu une fois un débat avec des gens à propos de... J'ai l'air de m'éloigner, mais c'est relié. De 24 heures chrono. Non, parce qu'on pense terrorisme, tout ça, utilisation de ces moyens, la fin justifie les moyens de par le résistant qui s'attaque à l'État, mais l'État, lui aussi, peut utiliser ça. C'est-à-dire que dans 24 heures chrono, on a l'idée que, sous le prétexte de sauver 1000 personnes, on peut torturer des gens. Ah, ça m'interroge quand même. Je me dis, il y a peut-être un souci. Mais aujourd'hui, il y a des tas de crimes qui sont commis sans que personne se pose de questions. L'exploitation de l'homme par l'homme, qui fait mourir des tas de gens, est-ce que ceux qui en sont responsables réfléchissent à ça, se posent ces questions-là? En fait, sous un ordre de pseudo-médecins, qui en fait étaient des acteurs, d'appuyer sur un bouton qui permet d'envoyer une décharge électrique à quelqu'un, comme s'il allait être torturé. Alors en fait, c'était un acteur. Voilà. Et en fait, ils ont fait des expériences pour savoir est-ce que si c'est une femme ou si c'est un homme sur le siège, est-ce qu'on appuie plus? Est-ce que si on voit la personne, on va appuyer plus de décharge? Pour beaucoup, le grand absent du procès de Nuremberg, c'est Hitler. Ça fait mal de l'entendre. Il s'est suicidé, il est allé jusqu'au bout dans son idée. Il n'a jamais été jugé pour ce qu'il a fait, il n'a jamais reconnu que ce qu'il a fait était horrible, ou était de la terreur, ou il n'a jamais eu à s'expliquer. La frustration de la disparition d'Hitler, elle est là. On se dit, ce mec-là n'a jamais répondu de ses actes, d'une façon ou d'une autre. Mais il n'a jamais répondu de ses actes devant des juges. Je pense que c'est la grande frustration du suicide d'Hitler. Eh bien, merci d'être venu. On va vous frustrer ce soir.